Imaginez un instant. Dans l'un des pays les plus chers du monde, la Corée du Sud, le taux d'épargne des ménages dépasse parfois les 30%. Pas 5%, pas 10%, mais près d'un tiers des revenus mis de côté. Alors, comment c'est possible? Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'un système unique, un cocktail d'aides de l'État, une pression sociale immense et trois habitudes mentales si puissantes qu'elles permettent de se construire un patrimoine même en partant de rien. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette mécanique et je vais vous montrer comment vous pouvez vous en inspirer pour transformer vos propres finances. Restez bien jusqu'à la fin, car la troisième habitude est la plus simple en apparence, mais de loin la plus puissante. Avant de plonger dans les habitudes, il faut clarifier un truc. Quand on entend que les Coréens épargnent énormément, on s'imagine que chaque employé vire 35% de sa paie sur un livret. La réalité est bien plus nuancée et beaucoup plus intéressante. Ce chiffre impressionnant, qui a pu atteindre 35,9% à la fin de 2025, c'est le taux d'épargne des ménages. C'est une mesure macroéconomique qui représente la part du revenu de tous les ménages du pays qui n'est pas dépensée. Ce n'est donc pas une règle individuelle, c'est le reflet d'un environnement global. En Corée, épargner n'est pas seulement un choix, c'est une quasi-infrastructure sociale. D'un côté, le gouvernement pousse les jeunes à mettre de côté. Prenez le Youth Leap Account, lancé en 2023 pour les 19-34 ans. Si vous êtes éligible selon vos revenus, vous pouvez y déposer jusqu'à 700 000 won par mois, environ 450 € pendant 5 ans. En retour, l'État ajoute une contribution et les intérêts bénéficient d'avantages fiscaux. Le rendement peut devenir très attractif, bien plus qu'un simple livret A. L'État ne vous dit pas juste « épargne », il vous donne un outil puissant pour le faire, même si les conditions et les avantages varient selon les revenus de chacun. De l'autre côté, il y a une pression culturelle et économique folle. La Corée est connue pour sa culture du pali-pali, qui veut dire « vite, vite ». C'est un état d'esprit hérité de la reconstruction express du pays. Cette obsession de la vitesse et de l'efficacité s'est étendue aux finances personnelles. Ne pas avoir de plan, c'est vu comme un risque énorme. Et le risque n'est jamais loin. Car c'est ça le grand paradoxe coréen, c'est un pays de grands épargnants, mais aussi de grands endettés. La Corée du Sud a l'un des ratios de dette des ménages par rapport au PIB les plus élevés parmi les économies avancées. La pression pour acheter un logement à Séoul, où un apport peut coûter une fortune, pousse les gens à s'endetter massivement. Beaucoup de Coréens ne sont pas dans une course pour devenir riches, mais dans une course pour rester à flot. Cet environnement unique a forgé une mentalité financière qui repose sur 3 piliers. La première habitude, la plus simple, repose sur une idée toute bête. L'argent que vous ne voyez pas ne peut pas vous manquer. Les Coréens ne considèrent pas l'épargne comme ce qu'il reste à la fin du mois. Ils la traitent comme la toute première facture à payer. C'est ce que j'appelle le virement fantôme. Le jour de la paye, un virement automatique, programmé à l'avance, déplace une somme fixe vers des comptes épargne ou investissement. Cet argent disparaît avant même que votre cerveau ait eu le temps de le voir comme disponible. Il devient un fantôme. L'argent mis de côté est considéré comme s'il n'avait jamais existé pour les dépenses du mois. La psychologie derrière est redoutable. On est tous programmés pour choisir la facilité. Laisser l'épargne à notre seule volonté, c'est se préparer à l'échec. Chaque jour, on est bombardé de micro-décisions. J'achète ce café? Je craque pour ce gadget? En automatisant l'épargne, vous éliminez la plus grosse décision de l'équation. Vous ne luttez plus contre la tentation, vous l'avez déjà contournée. C'est une version radicale du fameux « payez-vous en premier ». Dans une culture qui valorise la discipline comme en Corée, ce virement n'est pas une option, c'est une règle. C'est comme un impôt que vous payez à votre vous du futur. Et on ne se demande pas si on a envie de payer ses impôts ce mois-ci, c'est prélevé. L'astuce, c'est que ce virement est souvent divisé. Un peu pour la retraite, un peu pour l'apport d'un logement, un peu pour des investissements. Ça rend les objectifs plus concrets et la motivation plus facile à tenir. Comment l'appliquer? C'est simple. Ouvrez votre application bancaire, maintenant. Mettez en place un virement permanent le jour où vous recevez votre salaire, même si c'est 20 €. L'important n'est pas le montant, c'est le réflexe. Le but est de rendre cet argent invisible.
vous serez surpris de voir à quel point votre cerveau s'adapte et apprend à vivre avec ce qu'il reste. Si cette première astuce vous parle et que vous voulez connaître les deux autres, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. Comme ça, vous ne raterez aucune de nos prochaines analyses. La deuxième habitude est le miroir de la première. Si l'épargne est rendue invisible, les dépenses, elles, sont rendues extraordinairement visibles. Il ne s'agit pas de poster ses relevés de compte sur Instagram, mais d'appliquer un principe de responsabilité radicale. L'idée est simple, on ne peut gérer que ce que l'on mesure, et les Coréens poussent ça assez loin. Beaucoup utilisent des applications de budget ou un simple carnet pour noter chaque won dépensé. Pas seulement le loyer ou les factures, mais chaque café, chaque ticket de métro, chaque snack. Tout est noté. L'effet psychologique est double. D'abord, ça crée une prise de conscience immédiate. Il est très facile de sous-estimer où part notre argent. On pense dépenser 50 € en café, mais en réalité, c'est souvent le double. Le simple fait de noter la dépense force notre cerveau à la reconnaître. C'est le moment où le « je ne sais pas où passe mon argent » devient « ah, c'est donc là ». Ensuite, et c'est là que le contexte coréen joue un rôle, ça crée une pression productive. Dans une société qui valorise la discipline, être vu comme quelqu'un de responsable financièrement est un vrai plus. Tenir son budget, même en privé, renforce l'image qu'on a de soi-même. C'est un dialogue permanent avec ses propres objectifs. Chaque dépense devient une question. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mon but ? Prenons un exemple purement illustratif pour que ce soit plus clair. Imaginez Min-Jun, un développeur de 28 ans à Séoul. Son salaire est dans la moyenne, disons 2 300 €. C'est correct, mais la vie à Séoul est chère. Son budget pourrait ressembler à ça. Loyer pour un studio en périphérie, 520 €. Charges, électricité, internet et autres, 100 €. Transport, 40 €. Nourriture, en cuisinant beaucoup, 325 €. Remboursement du prêt étudiant, 130 €. Après ses frais fixes, il lui reste environ 1 200 €. C'est là que tout se joue. Min-Jun a son virement fantôme de 450 € vers son Youth Leap Account. Il lui reste donc 750 € pour les loisirs, les sorties, les vêtements et les imprévus. Chaque fois que Min-Jun dépense une partie de cette somme, il le note dans son appli. Il voit en temps réel sa jauge de dépenses plaisir diminuer. Le but n'est pas de se punir, mais de gamifier le truc. Il se lance des mini-défis. Peut-il finir la semaine avec un petit extra ? Si oui, le surplus part direct sur un autre compte épargne. Son journal de dépenses n'est pas une corvée, c'est son tableau de bord. C'est ce qui lui permet de garder le contrôle. Comment l'appliquer ? Choisissez votre outil, une app, une feuille de calcul ou un carnet. Pendant 30 jours, notez absolument tout ce que vous dépensez, sans vous juger. Juste les faits. À la fin du mois, posez-vous et regardez la réalité en face. Cet exercice est souvent un électrochoc, mais c'est le point de départ d'un vrai changement. On arrive à la troisième habitude, la plus abstraite mais la plus importante. Les deux premières sont des actions. Celle-ci, c'est une transformation de l'état d'esprit. L'idée, c'est que pour bien gérer son argent, il faut d'abord se voir comme quelqu'un qui sait gérer son argent. Ça veut dire quoi ? La plupart des gens se disent « je vais essayer d'épargner plus ». Leur identité, c'est quelqu'un qui essaie. Le problème, c'est qu'essayer implique la possibilité d'échouer. Et face à la tentation, l'identité de celui qui essaie craque facilement. L'approche est différente ici. Il ne s'agit pas de faire de l'épargne, mais d'être un épargnant. C'est un changement d'identité. La question n'est plus « est-ce que je peux me permettre d'épargner ce mois-ci ?» mais « que ferait un épargnant dans ma situation ?» Quand vous adoptez l'identité d'un épargnant, vos actions s'alignent naturellement. Un épargnant automatise ses virements. Un épargnant suit ses dépenses. Un épargnant compare les prix. Un épargnant pense au coût d'opportunité. Cet argent dépensé aujourd'hui, que pourrait-il valoir dans 10 ans s'il était investi ? C'est un cercle vertueux. Vous commencez par une petite action qui correspond à cette nouvelle identité. Vous programmez un virement de 20 €. C'est une petite victoire. Votre cerveau enregistre « Ah, je suis quelqu'un qui épargne ». La prochaine fois, ce sera plus facile de dire non à une dépense inutile.
parce que ça renforcera qui vous êtes en train de devenir. Chaque action est un vote pour la personne que vous voulez être. Les aides de l'État comme le Youth Leap Account sur 5 ans sont aussi faites pour ça. Cimenter cette identité. S'engager sur 5 ans, c'est se dire à soi-même « Je suis quelqu'un qui planifie, je suis un épargnant ». Ce n'est pas un concept fumeux. C'est la différence entre une résolution du nouvel an qui dure 2 semaines et un vrai changement de vie. C'est passer de « je suis au régime » à « je suis quelqu'un qui mange sainement ». La première phrase est temporaire. La seconde est une affirmation de qui vous êtes. Comment l'appliquer concrètement ? Arrêtez de vous dire « je vais essayer ». Décidez aujourd'hui que vous êtes un épargnant. Dites-le à voix haute. Ensuite, demandez-vous « quelle est la plus petite chose qu'un épargnant ferait aujourd'hui ?» Peut-être mettre en place ce fameux virement fantôme, peut-être télécharger une appli de budget, peut-être juste préparer son café demain matin au lieu de l'acheter. Faites cette seule chose, et voilà, vous aurez posé la première brique. Alors, pourquoi les Coréens épargnent-ils autant ? On l'a vu, c'est loin d'être une simple histoire de chiffres. Ce n'est pas une formule magique. C'est un système complexe où les aides du gouvernement, la pression économique et des habitudes psychologiques fortes s'entremêlent. On a décortiqué les 3 piliers de cette mentalité. Le virement fantôme, rendre l'épargne automatique et invisible. Le journal de bord, rendre les dépenses visibles pour garder le contrôle. L'identité de l'épargnant, devenir la personne que l'on veut être pour que les bonnes actions suivent d'elles-mêmes. Le plus important à retenir, c'est que même si ce contexte est spécifiquement coréen, l'essence de ces habitudes est universelle. Pas besoin de vivre à Séoul pour rendre votre épargne invisible, suivre vos dépenses ou décider que vous êtes un épargnant. La vraie richesse se construit rarement sur un coup de chance. Elle se bâtit lentement, discrètement, en répétant des petites décisions intelligentes, jour après jour. En s'inspirant non pas des chiffres, mais de la psychologie derrière ce succès financier, vous pouvez, vous aussi, mettre en place un système qui travaille pour vous. La question finale n'est donc pas de savoir si vous pouvez le faire, mais par quoi vous allez commencer ? Laquelle de ces 3 habitudes vous inspire le plus ? Ou vous semble la plus difficile à mettre en place ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos retours et vos propres astuces. Si cette analyse vous a été utile, montrez-le avec un pouce en l'air et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt.